Bonsoir, nous sommes le lundi 4 janvier. Merci de nous retrouver pour cette toute première édition de l'année du 7-8. Le journal, je m'associe donc à toutes, la rédaction pour vous souhaiter une très belle année 2016. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Elles ne sont plus 7, mais 12. Depuis le 1er janvier, 5 communes ont rejoint Saint-Quentin en Yvelines. Les compétences de ce nouvel ensemble officialisées le 9 janvier prochain lors du conseil d'installation. À quelques jours de la date anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et après les attentats de Paris, les forces de l'ordre sont toujours mobilisées. Julien Lecam, secrétaire régional adjoint Alliance Police Nationale, est l'invité du journal. Nous verrons aussi comment les fêtes de fin d'année se sont déroulées. Et la principale information en ce début d'année, c'est la nouvelle carte des intercommunalités dans les Yvelines. Il y a désormais 10 regroupements intercommunaux contre 21 auparavant. Parmi les changements importants, on notera que Vélizy intègre Versailles Grand Parc, mais surtout que Saint-Quentin en Yvelines compte 5 nouvelles villes, les Clés-sous-Bois, Plaisir, Villepreux, Morpas et Coignères. 5 villes dirigées par des maires de droite, la droite fortement majoritaire. Dorénavant, Michel Laugier devrait en conserver la présidence. L'installation de ce nouveau conseil se fera le 9 janvier. Et nous avons voulu savoir ce que vous pensiez de ce rapprochement, de cet élargissement. Vos avis avec ce micro-trottoir. Écoutez. C'est une idée moyenne, je dirais. C'est mieux que ce qui était prévu à 800 000 habitants. Je pense qu'on n'a pas intérêt à faire de trop gros ensembles et qu'aller jusqu'au plateau de Saclay avec 800 000 habitants, c'était un petit peu fou. Mais c'était une idée du préfet. Nos élus ont eu raison de ramener à quelque chose de plus raisonnable. Non, mais c'est bien. Je pense que ça peut être une bonne idée d'agrandir si ça permet des structures, enfin des tas de choses qui sont nécessaires. Est-ce que ça va nous ramener moins d'impôts? Ça m'étonnerait. Je pense pas. Pour moi, ça va rien changer. Eh ben, l'union fait la force. Voilà. Et l'oignon fait la soupe, c'est bien connu. Non, mais je trouve que plus on est fort, plus on est grand, moins il y aura de gâchis et plus les forces seront regroupées, je dirais. Et sachez que dorénavant, Saint-Quentin en Yvelines compte 240 000 habitants. Et l'année a bien commencé pour Arlette et Olivier qui ont connu un réveillon pour le moins mouvementé. Leur petite fille Lénie est arrivée comme un cadeau du Nouvel An dans la nuit du 1er janvier à l'hôpital du Chesnay. Elle fera la joie de son grand frère qui lui est né un 1er avril. Un reportage signé Fanny Bourdillon. Elle était attendue dans 15 jours, mais elle a fait une belle surprise à sa maman, Arlette, qui a perdu les os à 20h le soir du réveillon. Elle était censée arriver le 19 janvier. Elle est arrivée avec 3 semaines d'avance, donc pour notre plus grande joie. Encore émue, Arlette n'est pas prête d'oublier cette nuit de la Saint-Sylvestre. À ce titre, la petite Lénie est le premier bébé né en 2016 à l'hôpital André Mignot au Chesnay. Elle s'appelle Lénie. Comme vous le savez, elle est née le 1er janvier à 2h44, donc c'est le premier bébé de l'année. Lénie fait la joie de ses parents et de son grand frère. On leur souhaite une très bonne année 2016. Et en cette période de fin d'année, les forces de police sont sur le qui-vive. L'état d'urgence est maintenu. Pour nous en parler, nous recevons Julien Lecam. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Alors pour les fêtes de fin d'année, les mesures de sécurité ont été renforcées. L'état d'alerte était au maximum. Comment cela s'est déroulé dans les Yvelines ? Écoutez, comme vous le dites, il y avait une grande présence policière sur l'ensemble du département. Il y avait plus d'une centaine de policiers de la sécurité publique mobilisés, ce qui représentait à peu près 35 patrouilles sur l'ensemble du département. Et on a pu constater que grâce à l'abnégation et au professionnalisme des collègues, il n'y a eu aucun événement grave à signaler. Est-ce que les effectifs étaient renforcés justement pour cette période de vacances scolaires, parce qu'on craignait qu'il y ait des attentats, notamment à Noël, aussi pour le jour de l'an ? On sait que sur le 78, on avait la présence de quelques sections de CRS, mais rien de plus par rapport aux années précédentes. Il n'y avait pas d'effectifs supplémentaires déployés. C'était les grands magasins, mais également les lieux de culte qui étaient justement sous protection ? Oui, exactement. Il y avait des lieux de culte. Il y a toujours également une personnalité qui est sous la responsabilité et la sécurité de la sécurité publique, une personnalité qui demeure sur la selle Saint-Cloud, qui prend à elle seule qui mobilise à elle seule une patrouille de police. Ouais. Donc pas d'incident lié justement. Non, aucun incident majeur à signaler. Il y a quand même eu des véhicules brûlés, mais aucun incident majeur à signaler. Justement, vous parlez de vandalisme. Sur les départements, il y a eu moins de voitures vandalisées, de voitures brûlées, parce que c'est un événement qui est souvent, c'est souvent le cas justement au 31 ou aussi à Noël.
Oui, il y a eu moins de véhicules par rapport au précédent réveillon, moins de véhicules brûlés. Alors ça, je vous le dis, on le doit certainement, enfin, on le doit au professionnalisme et voilà, au passage des patrouilles et à la présence de mes collègues sur le terrain. Justement, voilà, ce renforcement policier a pu éviter des actes comme celui-ci. Oui. Vous savez exactement, il y a eu après 200 voitures sur le département quand même? Ah non, il y a eu une vingtaine de véhicules. Une vingtaine Ah non, de c'est dans véhicules. l'Île-de-France alors. Voilà, il y a une vingtaine de véhicules de brûlés sur le département. Le 31 décembre, votre syndicat diffusait un communiqué pour dénoncer le laxisme dans les Yvelines. Que dénonciez-vous? De quoi était-il question? Alors effectivement, mes collègues de la BAC Versailles ont eu affaire en l'espace de 2 mois à des situations violentes, notamment le lendemain des événements du 13 novembre, donc le 14 novembre, il y a un collègue de la BAC de Versailles qui a été frappé au visage et blessé. L'individu interpellé a eu un rappel à la loi, un simple rappel à la loi. Nous dénonçons ça et nous trouvons cette décision scandaleuse. C'est un signal scandaleux qui est donné à mes collègues. Ouais. Comment les magistrats vous ont expliqué cette situation, justifié peut-être? Moi, je ne sais pas, mais effectivement, nous, on fait le constat que les sanctions ne sont pas assez sévères. Alliance Police Nationale, nous dénonçons, en fait, nous souhaitons qu'il y ait des peines planchées appliquées aux agresseurs de policiers et que ces délinquants soient condamnés fermement et non pas voilà, un simple rappel à la loi, si vous voulez. Vous demandez justement d'arrêter ce laxisme, que justement vos forces soient renforcées après les attentats du 13 novembre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'interpellations qui doivent être liées justement à ça, et là vous avez besoin de plus de moyens. Alors effectivement, l'année qui vient de se passer est une année très éprouvante pour les forces de police. Nous n'avons en un an eu quasiment aucun renfort supplémentaire sur le département en termes d'effectifs, aucun moyen supplémentaire. Il y a une superposition des missions, comme vous l'avez dit, le plan Vigipirate renforcé, la COP 21, l'état d'urgence. Il y a beaucoup d'heures supplémentaires qui sont accumulées par les fonctionnaires et beaucoup de fatigue. Alors justement, comment fait-on en tant que policier pour assurer la sécurité, pour être efficace dans ce laps de temps quand même qui est assez long depuis le 13 novembre? Écoutez, en tout cas, quand je rencontre les collègues, effectivement, c'est parfois difficile. J'ai pas vraiment de réponse à leur donner quand certains passent les deux fêtes de fin d'année au travail et ne voient pas leur famille. C'est vrai que des fois, c'est compliqué. Il y a eu des vacances, des congés qui n'ont pas été accordés. Effectivement, nous avons affaire à une baisse du taux d'absence significative et du coup, il y a beaucoup de fatigue dans les forces de l'ordre. Il y a une organisation qui a changé parce que si l'effectif n'est pas renforcé, comment faites-vous pour assurer le roulement si vous devez assurer la sécurité dans différents lieux en même temps? Alors, là, si vous voulez, les collègues font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, les moyens, les effectifs. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Si vous voulez, nous, ça fait 1 an qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo. Nous attendons des renforts sur le département, mais les seuls renforts qu'on a vus en fin d'année, ça a à peine compensé les départs qu'il y a eu l'été dernier. Donc, si vous voulez, à part le courage et l'abnégation de mes collègues, on peut pas... Et au niveau des moyens matériels, vous avez reçu une aide aussi? Rien du tout. C'est justement ce qu'on déplore. On n'a même pas de date concernant les livraisons de moyens supplémentaires. Donc les primo-intervenants sont toujours sans moyens balistiques. On n'a pas de quoi faire face à une attaque terroriste. Concrètement. Justement, vous parliez des attentats de Charlie Hebdo, donc le triste anniversaire de ces attentats a lieu cette semaine. Est-ce qu'il va y avoir plus de précautions qui vont être prises? Est-ce que justement aussi il faut peut-être de la part des citoyens faire plus attention? Non, rien ne change. On est en état d'urgence jusqu'à fin février. Si vous voulez, les effectifs policiers de voie publique sont à leur maximum, si vous voulez, en termes de présence sur le terrain. On ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que les collègues, quand je les rencontre, les patrouilles sont au complet. On manque de véhicules, même parfois. Voilà. Si l'état d'urgence est prolongé après le 20 février, est-ce que les choses vont peut-être changer pour vous? Vous l'espérez, du moins? On l'espère, on attend des effectifs supplémentaires. Nous savons qu'en janvier, il y a à peu près 1000 personnes qui sont rentrées dans les écoles de police pour nous renforcer, sauf que la scolarité dure 1 an. Donc si vous voulez, les effectifs, les renforts vont arriver quand? Justement, voilà, cette campagne qui a été menée pour recruter a eu quand même un certain effet, vu qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau de la police, qui se sont engagés, mais ça n'a pas vraiment d'effet pour vous. Quelle peut-être situation, quelle aide vous attendez là pour que la situation s'arrange?
Quelle aide? En fin de compte, c'est vrai que nous, on attend ces renforts. Mais on pourrait imaginer, par exemple, que des policiers de province viennent vous prêter main forte en Île-de-France ? Non, l'organisation est assez complexe. Puis les collègues de province sont également aussi beaucoup sollicités. Je sais que les militaires viennent beaucoup nous renforcer. On a également des réservistes qui viennent aider dans certains commissariats, mais c'est pas assez. On demande effectivement plus d'effectifs, mais il faut du temps pour les former. Est-ce que justement, voilà, donc l'année 2016 commence sous des auspices, on parle quand même de sécurité, il faut faire attention, il y a des événements qui vont changer. Est-ce que peut-être, la COP21, il y avait beaucoup de sécurité, les gros événements comme ça vont être plus organisés, plus sécurité, vous avez des consignes dans ce sens ? Alors nous, sur le 78, pour l'instant, en fait, on envoie des effectifs ponctuellement en renfort. C'est-à-dire que pour la COP21, il y a des effectifs du 78 qui sont partis en renfort, comme il va y avoir certainement besoin de beaucoup de renforts pour l'Euro 2016. Les effectifs qui partent en renfort ne sont pas sur le département, donc effectivement... Et dans une situation d'état d'urgence, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais qui se passerait dans le département, il y aurait la possibilité pour la police d'intervenir rapidement ? Oui, sauf que les collègues sont très courageux et effectivement sont très professionnels, sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Là, la DRCPN, notre direction, comment réagir face à une attaque terroriste. Voilà, les collègues le savent déjà, c'est des principes d'intervention qu'on a, comme de protéger le citoyen, c'est notre métier. Nous, ce qu'on manque, c'est de moyens et il faudrait revoir également le cadre de la légitime défense. Justement, les mesures qui ont été mises en place à ce propos, donc que ce soit les policiers municipaux qui soient armés ou qu'un policier puisse garder son arme même quand il ne travaille pas, donc il est en civil, vous les jugez comment ? Vous pensez que ça peut être encore amélioré, qu'il peut y avoir encore plus de choses qui soient faites dans ce sens ? Exactement, Alliance Police Nationale, nous on se bat pour que le fonctionnaire de police ait le droit de porter son arme, peu importe sa position administrative, qu'il soit en congé, sur le trajet du travail, et ça nous a été autorisé là actuellement, exceptionnellement, que durant l'état d'urgence. Voilà, donc fin février, le retour à la réglementation et le policier devra remettre son arme dans l'armoire forte durant les week-ends et durant ses repos. Merci beaucoup, Julien Lecam, d'avoir répondu à nos questions. Et à présent, tout autre sujet, mangue, ananas ou praline, la bûche de Noël était bien la star des fêtes de fin d'année. Pendant les vacances, le service jeunesse de Trappes a même lancé pour la première fois un concours de bûches de Noël destiné aux enfants. Ils étaient une vingtaine, âgés de 6 à 14 ans, à confectionner leurs propres recettes. Au total, 4 bûches ont été réalisées. Un jury devait les départager en fonction d'une dizaine de critères. Le goût, bien évidemment, mais aussi la couleur et l'originalité. Une compétition, mais avant tout un moment convivial. On écoute le coordinateur de l'opération, Bruno Hubert. Ils se sont donné un corps de joie pour justement réaliser aussi bien donc leur bûche avec la déco qui va avec. Et vraiment, ils étaient, on va dire, motivés pour, on va dire, travailler à cette réalisation que vous avez vue aujourd'hui. Là, ils vont pouvoir vraiment déguster donc la bûche à la fin. Donc, c'est un moment convivial avant tout. Avant même le concours, c'est un moment convivial pour eux. Et les élèves ont repris le chemin de l'école. Vous le savez, les vacances sont finies, mais certains ont décidé de mettre leurs vacances à profit. À Guyancourt, pendant 2 semaines, la ville a organisé un stage de journalisme dédié aux jeunes. Avec l'aide d'une journaliste professionnelle, 5 jeunes passionnés ont pu s'initier au monde des médias en s'essayant à la rédaction d'un journal. Un moyen également de mieux appréhender l'information. Un sujet signé Séphora Namani et Camille Lambert. Des devoirs de vacances assez particuliers pour ces jeunes. Si Corentin est là aujourd'hui, c'est pour participer à l'élaboration d'un journal. Grâce à ce stage organisé par la ville, 5 Guyancourtois ont pu découvrir de l'intérieur le monde du journalisme. Je me suis inscrit à ce stage parce que j'ai envie de devenir journaliste plus tard et puis je pense que c'est une bonne expérience déjà, créer un magazine comme on a pu faire, puis de regarder comment on fait les articles, comment interviewer les gens, quelles questions poser. Apprendre à hiérarchiser l'information, manier les sources et les différents types de médias. Les adolescents se sont pris au jeu en s'essayant même à la radio sur Marmite FM. Mais aujourd'hui, place au bouclage du journal. Le premier constat, c'était aussi la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer déjà. Et donc donner les moyens à des jeunes dans la ville de Guyancourt de pouvoir s'exprimer via le journal, via aussi la radio. Il y a l'idée de travailler sur la solidarité avant tout. Et donc dans la solidarité, il y a la citoyenneté. Et dans la citoyenneté, il y a l'expression. Donc voilà, les jeunes se sont saisis de tout ça et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Grâce à l'aide de Sandra, journaliste professionnelle, ces jeunes ont décliné le thème de la solidarité sous plusieurs angles en évitant les pièges. C'était vraiment important pour moi de bien leur expliquer que
Oui, il faut croire ce qu'on voit, mais il faut vérifier, il faut savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et piocher un peu partout, pas s'arrêter au premier article qu'on lit, etc. Le premier jour, c'était vraiment leur expliquer le métier du journalisme, et après, c'était donc voilà, de créer ce magazine où ils étaient vraiment acteurs de A à Z. C'est eux qui ont choisi les couleurs, c'est eux qui ont choisi les articles. Un magazine d'une quinzaine de pages que les Guyancourtois pourront découvrir d'ici une dizaine de jours. Tirage papier ou internet, reste encore à définir le mode de diffusion. Et vous le savez, chaque commune organise ses TAP, temps d'activité périscolaire, et leur contenu. Alors certains sont plus originaux que d'autres, à l'image de ceux proposés par la ville de Coignères à l'école Marcel Pagnol. Nous en parlons avec Séphora Namani dans la première chronique culturelle de l'année. Bonsoir Séphora et bonne année. Séphora, merci, vous également. Alors oui, exactement, vous le disiez, en fait, les 24 élèves de CM1 de l'école de Coignères de Marcel Pagnol ont la chance en fait de découvrir le fonctionnement de l'appareil photographique réflexe, tous les réglages qu'il faut mettre en pratique pour réaliser des nets et des flous, justement en jouant avec la profondeur de champ. Et on regarde tout de suite les détails avec Camille Paillarde, enseignante à l'école Marcel Pagnol de Coignères. On a monté un projet PEAC, un projet éducatif, artistique et culturel sur la photographie, parce que c'est un domaine qui est inconnu des enfants, qui apprend aux enfants à se servir d'un appareil photo réflexe, à du coup découvrir leur milieu proche d'une autre façon, à observer d'une autre façon. Et du coup, nous, en classe, on travaille en histoire des arts sur les grands photographes, sur les grands courants, sur la technique, pour qu'ils aient du coup quelque chose un petit peu complet. Alors Séphora, cet atelier permet de développer quelle qualité chez l'enfant? Alors, hormis bien sûr en fait de savoir maîtriser les différents réglages comme l'ISO, l'ouverture et la vitesse, ça permet également aux enfants de développer leur sens de l'observation tout en apprenant à regarder différemment leur environnement, et puis ça leur apprend également à participer à un projet collectif. Alors comment se décomposent ces ateliers de façon très pratique? Alors donc le groupe, les 24 élèves sont divisés en deux groupes. L'un est sur le terrain pour apprendre une forme de mise en pratique de ce qu'ils apprennent en classe qui est plus théorique, et c'est leur professeur de classe qui leur enseigne les cours d'histoire de l'art. Donc là, on a la vraie lumière Rembrandt. On peut comparer entre la photo et la peinture. D'accord ? Maintenant, on va observer la lumière Rembrandt sur des photographies. Là, c'est une photo. Est-ce qu'on a ici le triangle Rembrandt ? Est-ce que tu vois le triangle de lumière ? Ici, on le voit bien. Là, il est matérialisé justement. Est-ce qu'on a l'effet clair-obscur ? Oui. Reda ? Oui. On a une partie du visage qui est éclairée et l'autre qui est sombre. Donc là, est-ce que le photographe a réussi à créer la lumière Rembrandt ? Oui. Et vous l'avez compris, donc pendant ce temps-là, l'autre partie de la classe était sur le terrain avec un photographe professionnel. Alors super, par contre, les lignes sont droites. Par contre, là, ton copain, il n'a pas de chaussures. Moi, ce que je te conseille, c'est carrément de couper. Tu fais un plan... Oh pardon, excuse-moi, parce que c'est vrai que l'écran est tactile. Tu fais un plan plus serré comme ça, d'accord ? Ou alors tu le montres en entier. À chaque cours, on a vu une notion différente, d'accord ? Et en fait, on l'a travaillé pendant le cours. Donc, le premier cours, on a parlé des ISO avec plus ou moins de lumière à l'extérieur ou à l'intérieur, donc régler la sensibilité de l'appareil. Ça, ils ont bien intégré. Le cours dernier, par exemple, on a travaillé la vitesse. Alors là, on a travaillé un petit peu, tout le monde connaît Flash à la télé, donc je leur ai montré un peu comment on pouvait faire Flash en faisant disparaître le copain de la photo, comment on réglait. Donc du coup, ça nous a permis de travailler différentes notions techniques par l'amusement. Alors Séphora, on voit le photographe parler d'ISO, de vitesse. En CM1, on a 9-10 ans. Ce n'est pas un peu trop jeune pour aborder des concepts qui sont quand même assez techniques? Alors c'est vrai que j'étais moi-même la première surprise, c'est assez surprenant, mais on sent vraiment que les enfants comprennent ce qu'ils font et surtout qu'ils aiment ça. J'ai appris comment on règle les appareils photo. J'ai appris comment on faisait des photos, comment on allumait les appareils photo. Et du coup, moi, j'aime bien la photographie. Il y a les réglages, les modes manuels, il y a les réglages des ISO et les réglages de l'ouverture ou du focal.
Et on a appris l'ouverture aussi du studio. Qu'est-ce que tu aimes dans ces ateliers photo? Faire des photos, m'amuser avec mes amis, travailler avec mes amis. Et la motivation supplémentaire également pour eux, c'est qu'ils partent 2 semaines en classe de neige en janvier avec leur intervenant en photographie. Et tous les matins, ils seront invités à expérimenter différentes prises de vue, des portraits, des paysages à la neige. Et sera organisée une restitution fin février, courant mars, avec les plus beaux clichés des enfants. Effectivement, c'est une belle motivation de partir aussi justement pour faire des photos. Merci Sephora, on vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de kiosque. Premier de l'année. Exactement. Vous nous préparez des belles surprises, j'espère. Alors oui, on va parler cinéma, on va parler magie et illusionnisme et musique. D'accord, eh bien, très bien. Maintenant, nous allons parler sport. Ils l'ont fait. Le club de Mende, dernière équipe yvelinoise encore en course pour la Coupe de France, a réussi l'exploit de se qualifier pour les 16e de finale de la compétition en battant le stade briochin. Le score 2-0. Retour sur cette qualification. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Fanny Bourdillon. Une victoire historique, le FC Montois 78 club de CFA a réussi l'exploit de se hisser en 16e de finale de la Coupe de France en battant difficilement sur son terrain le stade briochin et l'équipe de CFA2. Le score 2-0 avec des réalisations de Francis Massampo et Bruno Préra dans les arrêts de jeu. Une qualification au forceps. Sur le match, on ne peut pas se vanter d'avoir été au-dessus. On a eu la chance d'ouvrir le score à un bon moment de la partie. Après, on a subi, mais bon. En coupe, ce qui compte, c'est de passer. Des regrets d'avoir encaissé ce but-là, parce que finalement, ils nous marquent le but sur leur seule demi-occasion. C'est même pas une véritable occasion, donc le regret, il est là. Félicitations aux Montois, c'est eux qui ont gagné. Ils sont passés, même si on peut considérer qu'on a été meilleur que sur ce match-là. Mais au final, c'est eux qui seront en 16e, donc félicitations à eux. Avec cette victoire, le FC Montois écrit l'une des plus belles pages de son histoire. Depuis sa création en 1994, le club n'avait jamais dépassé le stade des 32e de finale de la Coupe de France. C'est sûr que ce que les gens vont retenir, c'est la qualification. Et même dans 10 ans, on pourra dire qu'on a fait un 16e. Après, pour ceux qui l'ont vécu, c'est vrai que c'était difficile. En 16e de finale, le dernier représentant yvelinois de cette Coupe de France pourrait recevoir à la maison des clubs de Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain, Monaco, Lyon ou encore Marseille. Ce qu'on souhaitait déjà, c'était atteindre les 16e de finale. Maintenant qu'on y est, pourquoi pas une Ligue 1 et pourquoi pas un voisin, notamment le PSG. Mais ça, c'est le souhait de n'importe quel club en France. Réponse ce lundi 4 janvier à 19h30 pour le tirage. Les supporters ne demandent qu'à rêver. Le début d'année 2016 leur a bien réussi car le match a eu lieu le samedi 1er janvier 2016. Et justement, en ce début d'année, il est de tradition de prendre de bonnes résolutions. Alors se mettre au sport, voyager, arrêter de fumer ou rester zen. Quelles sont celles qui reviennent le plus souvent? Quelles sont vos bonnes résolutions de l'année 2016? C'est ce que nous vous avons demandé. Regardez. Quand on se rappelle tous les événements de l'année 2015 et notamment ceux du 13 novembre, sans oublier de janvier 2015 aussi avec Charlie. Je crois que c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on vive dans un monde de paix. Une meilleure année que l'année dernière, obligatoirement, tout le monde le souhaite, je pense. Et puis de toute façon, ça peut être que mieux. Bonne année à tout le monde, c'est le plus important. La santé, et que ça se passe un peu mieux que 2015 surtout. Du bonheur, de la santé, et puis la paix surtout. Vivre en paix. La paix, le calme, la sérénité, voilà, tout le bonheur. Et puisque nous évoquions les vœux, mais aussi les résolutions pour l'année 2016, sachez que certains maires ont décidé de ne pas organiser les leurs, pas de cérémonie de vœux à Saint-Cyr. Par exemple, le maire Les Républicains évoque des mesures supplémentaires trop coûteuses afin d'assurer la sécurité. En cette période d'état d'urgence, le préfet a en effet demandé de limiter les manifestations publiques. La ville entend ainsi réaliser des économies alors que les dotations de l'État sont en diminution. Pour 2016, les villes de Poissy, de Fontenay-le-Fleury ou encore la ville socialiste de Trappes ont pris une décision similaire. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro pour la reprise du 7-8 Sport, la première de l'année à ne pas rater. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite donc une très bonne année, mais aussi une très belle soirée.